façon, si je me mets en guerre contre l'intelligence artificielle, je vais perdre. C'est clair, net et précis. Je l'ai créée pour qu'elle soit meilleure que moi. Le délire de Musk de uploader la conscience sur le cloud, de télécharger nos souvenirs, etc., ça, c'est de la pure science-fiction. Moi, à terme, si l'emploi disparaît de nos sociétés, j'ai aucun problème avec ça. Paradoxalement, on est plus méfiant avec des humains qu'avec des machines. Une intelligence artificielle, un LLM, etc., ne fonctionne pas du tout comme un cerveau. Une intelligence artificielle, un ordinateur, peut avoir un virus. Un corps humain peut avoir un virus. Est-ce que ça veut dire que les deux tombent malades de la même manière? Je pense pas qu'on va devenir bête si l'IA nous dépasse dans certains secteurs. Eh bien, bonjour Albert. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de neurosciences et d'intelligence artificielle, et puis aussi de toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur ces deux domaines. Mais avant tout, je te laisse te présenter succinctement. Ouais, je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je m'intéresse à comment fonctionne notre cerveau, comment est-ce qu'on forme nos opinions et surtout comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance en général, mais aussi sur notre cerveau. Comment est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre comment ça marche le cerveau. Et quand on mélange un peu les sujets du cerveau justement et puis de l'intelligence artificielle, souvent une idée qu'on va avoir, c'est que l'intelligence artificielle va vraiment beaucoup impacter le cerveau et va nous rendre complètement stupides. Typiquement, là on voit des modèles qui sont même capables de raisonnement presque supérieur à même des doctorants. Le modèle O1 par exemple de OpenAI. Est-ce qu'il y a un risque finalement que l'humain se dise finalement on raisonne moins bien que les IA, on délègue nos raisonnements, on délègue nos dissertations de philosophie et finalement on devient complètement stupide? Alors il y a plusieurs choses dans votre question, c'est-à-dire il y a la question de devenir bête, il y a la question de déléguer, il y a la question de ne plus créer, et je pense que c'est trois réponses qui sont différentes. La première est la peur de choses qui nous dépassent. Et ça, c'est une peur qui existe depuis toujours. Dans Phèdre, Platon attribue à Socrate, je pense que c'est dans Phèdre, quelqu'un me corrigera, je suis sûr, mais en tout cas, Platon attribue à Socrate une peur que quand on va commencer à écrire sur des feuilles, ça va abîmer notre mémoire, que plus personne ne va rien retenir et que on va devenir des êtres dénués de mémoire parce que tout le monde va aller regarder qu'est-ce qu'il a écrit et donc ne plus rien retenir. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, ce truc de si on externalise une partie de notre cognition, notre cerveau devient plus bête. Et il se trouve que ça c'est jamais particulièrement arrivé jusque-là. On dit les nouveaux algorithmes de IA peuvent faire une dissertation de philo meilleure que les humains. Je suis pas d'accord, mais en tout cas pas pour le moment. Ça veut pas dire que dans le futur ça peut pas être possible. Ça peut être possible. Mais une calculette n'a pas d'IA, elle calcule beaucoup mieux qu'un humain. Et on n'est pas en train de devenir des brels qui font plus de mathématiques. C'est juste qu'on est en train d'utiliser un outil pour aller plus vite dans ce qu'on veut. Sans les premiers ordinateurs, bonne chance pour résoudre des équations d'intégrale, de physique fondamentale. Von Neumann, par exemple, un des plus grands physiciens, mathématiciens du siècle passé, une des choses qui l'excitait le plus, c'était qu'il peut maintenant faire des opérations au lieu d'avoir 40 personnes qui sont en train de calculer. Je sais pas si vous savez, mais avant, quand il fallait faire des calculs, souvent, c'était comme du travail à la chaîne, mais d'humains qui sont très bons en maths, et il faisait des parties de l'équation, il passait à la personne d'à côté, donc chaque humain faisait une partie de l'équation pour la résoudre. Et donc, quand il y avait une machine qui pouvait faire le travail de 30 personnes en 10 minutes au lieu que ça prenne 2 semaines pour avoir le résultat avant d'itérer, c'était un progrès, en tout cas pour les scientifiques de l'époque. Et on pourrait considérer que ça peut continuer. Donc, le truc de la vitesse ou que des machines puissent faire mieux que nous des choses, c'est pas si grave. Genre ce micro, il y a une machine qui a aidé pour le fabriquer. Si vous voulez fabriquer des micros à la main, vous allez avoir des puces qui sont grandes comme ça et le micro ferait la taille de ce fauteuil. On n'est pas en train de dire les humains ne savent plus comment fabriquer des micros parce qu'il y a des humains qui les codent et qui le designent, etc. Donc je pense pas qu'on va devenir bête si l'IA nous dépasse dans certains secteurs. Après, ça veut pas dire que l'IA est sans danger. Évidemment, toute technologie implique un certain danger.
Les technologies sont rarement neutres. C'est pas genre ça dépend de comment on l'utilise. C'est aussi ça dépend de qui le contrôle, de quelles applications sont mises en place, de qui les comprend, qui sait comment les designer, qui sait comment les coder, qui sait comment les prompter. Et ça, il y a tout un pan de danger qui est possible, qui vient avec. Qui va prédire des humains? Est-ce qu'on va modéliser nos comportements? Est-ce qu'on va modéliser nos raisonnements? Donc c'est pas le fait que les IA peuvent être meilleures que nous, faire que nous on va devenir obsolètes. La majorité de nos technologies, on les crée pour qu'elles fassent un boulot meilleur que nous. On a une voiture parce qu'elle va plus vite que nous, on a des camions parce qu'ils peuvent porter des choses plus que nous, on a des calculettes parce qu'elles calculent plus vite que nous, etc., etc., etc. On a des jumelles pour qu'on puisse voir plus loin que ce que notre œil peut voir. Il y a rien. C'est vraiment après dans la politique autour, l'agencement des sociétés. Et puis il y a des choses qui font que les humains restent les humains, que les IA, en tout cas pour le moment, sont très très loin d'atteindre. Un petit enfant humain de 2-3 ans, il peut reconnaître un chat et un chien à partir de 3 photos. Une IA aujourd'hui a besoin d'une batterie de centaines de milliers d'images. Et il suffit juste de bouger quelques pixels pour que vous lui montrez la photo d'un micro et elle dit ah ouais, ça c'est un chien, je le reconnais. Donc, mais pour moi c'est résolvable et c'est pas très grave. C'est vraiment derrière la dimension plus politique et sociétale qui est importante plutôt que l'outil en tant que tel. Et le deuxième gros problème pour moi avec l'IA, parce qu'il y a quand même un gros problème qui pour le moment est aussi intractable. Ça a rien à voir avec le danger pour le cerveau. C'est vraiment les énergies nécessaires pour faire tourner des IA avec en background un peu le réchauffement climatique. C'est-à-dire, il y a une sorte de course contre la montre. Peut-être qu'à terme, ça sera résolu. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps infini qu'on avait pour designer je sais pas moi, des ponts-levis plus efficaces qui n'étaient pas en train de détériorer en temps réel le climat et donc la biosphère. Comment est-ce qu'on va avoir assez d'énergie sur un fond de catastrophe naturelle, de réchauffement climatique, pour faire tourner ces machines? Pour moi, c'est vraiment des limites matérielles. Comment est-ce qu'on va aller puiser les éléments nécessaires pour créer des serveurs, des puces, des processeurs qui sont capables de faire toutes ces opérations nécessaires pour l'IA, alors que les matières premières sont en train d'être complètement miné et de manière complètement irréaliste. Il y a une sorte de limite matérielle. Si on n'a pas une sorte de bon technologique, il n'y a rien qui nous fait penser que ce bon est proche pour que ça soit beaucoup moins énergivore ou pour qu'on puisse produire beaucoup plus d'énergie de manière qui ne nous tue pas. Pour moi, c'est vraiment ça le gros problème, plus que ça va abîmer notre cerveau. Notre cerveau, c'est déjà adapté à des choses bien pires. Et quelque chose qu'on entend souvent aussi, c'est que maintenant, l'intelligence artificielle serait capable de lire dans nos pensées, de savoir à quoi on pense en quasi temps réel. À quel point est-ce que ça, c'est quelque chose de vrai ou pas du tout? C'est complètement faux. Il n'y a pas 1% de vrai. Enfin, si vous prenez une personne lambda, vous pouvez mettre toutes les technologies qui existent, les meilleurs IRM, les meilleurs IA, etc. Il y a 0 chance de savoir ce que cette personne est en train de penser. Par contre, si vous faites des entraînements sur une base de données spécifique, sur des images spécifiques, avec des big data et des ML, des machine learning, etc. Et vous faites itérer ça, et puis vous redemandez à la personne de penser à des sujets liés à cette phase d'apprentissage, la machine peut deviner entre ses choix multiples à quoi vous êtes en train de penser. Mais comme ça, genre, moi et vous, on n'est jamais allé dans ce laboratoire, un laboratoire sur Terre où une personne peut aller, et vous lui mettez quelque chose sur le cerveau avec une IA ou du machine learning, parce que c'est plus des machine learning qu'autre chose. Je sais pas comment on dit machine learning en français, donc je vais dire machine learning. L'apprentissage machine. Ok, l'apprentissage machine. Et ça se dit AM. Moi, je dis ML, mais voilà. C'est 0. Il y a personne qui peut faire ça aujourd'hui. Ok. C'est 100% science-fiction. Il y a pas de débat dessus. On est même pas proche de savoir comment faire ça.
Parce que par exemple, donc ça serait complètement impossible, par exemple, qu'une personne soit en train de dormir, en train de rêver, puis qu'on puisse recréer ce qu'elle est en train de voir sur un ordinateur pour enregistrer nos rêves, par exemple. Pour le moment, c'est complètement impossible. Okay. Aujourd'hui, on est capable, si quelqu'un est en train de regarder un écran sur des vidéos qui ont... Donc, pour expliquer un peu brièvement pour les personnes qui nous écoutent, et si vous n'êtes pas familier avec ces recherches, comment ça marche? Je vais mettre une personne dans une IRM ou dans une MEG ou enfin bref, différents types de machines et je vais lui montrer différentes séquences vidéo. Et je vais enregistrer son activité cérébrale sur ces différentes séquences vidéo. Puis, je vais faire ça plein de fois. Je vais donner ce signal à une machine qui va faire du machine learning dessus. Puis, je vais demander à la personne de re-regarder ces vidéos et je vais rendre la machine aveugle. La machine ne sait plus qu'est-ce que cette personne est en train de regarder comme vidéo. Je vais enregistrer son signal cérébral. Je vais demander à la machine de recréer qu'est-ce qu'elle pense que cette personne est en train de voir, alors que la machine a déjà appris toutes ces vidéos. La machine peut avoir un signal pas trop mauvais, qui reste quand même assez mauvais, mais pas trop mauvais de ce que la personne est en train de regarder. Mais il faut absolument une phase d'apprentissage sur des vidéos cibles avant. Mais prendre une personne lambda sur qui il n'y a pas eu d'apprentissage, sur qui il n'y a pas eu d'entraînement, et on va pas aller jusqu'au rêve. Le rêve, on est encore très très loin. La mettre devant une vidéo, prendre le signal du cerveau et recréer ce que la personne est en train de voir, on est encore loin. Il y a quelques équipes au monde qui sont capables d'avoir des images hyper pixelisées, machin de, oui, il y a un truc qui est en train de passer dans son champ visuel. Et limite, ce serait plus simple de faire ça au niveau de la rétine qu'au niveau du cerveau, mais bon, c'est encore autre chose. Si on sait comment. On peut avoir que oui, il y a genre cette personne est en train de voir quelque chose qui bouge et pas quelque chose qui est statique. Cette personne est en train de voir un gros objet au milieu de son champ visuel et des trucs autour. Donc, à terme, on pourrait recréer une sorte de signal visuel d'une personne qui est en train de regarder. Mais on est encore très 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 loin de quelqu'un d'autre. J'enregistre son cerveau et je me dis ah ouais, il est en train de rêver qu'il est sur un dragon en train de voler au-dessus de Paris pour aller acheter des croissants. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Une opinion qu'on entend très souvent aussi, c'est que finalement, l'évolution de l'intelligence artificielle étant quasi inexorable, on va se retrouver face à une sorte de flot de contenu, de fake news, d'images indiscernables, des fausses, des bots qui sont indiscernables de vrais humains. Et que face à tout ça, finalement, on pourrait pas faire grand-chose si ce n'est justement apprendre aux gens à discerner le vrai du faux, leur apprendre l'esprit critique ou ce genre d'idées. Est-ce que ça vous semble quelque chose de pertinent comme analyse ou pas particulièrement? Je pense que c'est une analyse qui est complètement tronquée en fait. C'est-à-dire évidemment qu'il faut enseigner l'éducation aux médias, le raisonnement critique, indépendamment des nouvelles technologies. Je pense que c'est quelque chose qui est important indépendamment de tout ça. On n'a pas attendu les réseaux sociaux ou les IA pour avoir des fake news. Les fake news existent depuis l'Antiquité. On a trouvé des fake news autour de Cléopâtre, les bobards, les rumeurs, qui ont des conséquences depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Mais ce serait naïf et de mauvaise foi de faire porter la responsabilité de faire face à ce flot qui effectivement aujourd'hui est infiniment plus important qu'il y a 20 ans, sur infiniment plus de sujets qu'il y a 20 ans. Ce serait de très mauvaise foi de vouloir faire face à ce tsunami en disant à l'individu c'est ta responsabilité. Et ça ne marchera pas. Il faut à côté aussi avoir ce qu'on a toujours fait, des lois encadrer, un cadre légal, législatif, qui force les personnes qui produisent des logiciels génératifs de mettre quelque chose qui fait qu'on peut savoir que c'est notifié, un peu comme on a fait aujourd'hui pour la pub, ou toutes les pubs en tout cas en France, si elles sont retouchées, il faut écrire cette photo a été retouchée. C'est plus possible
d'envoyer une image complètement déconnectée du réel parce qu'on voit que ça a une incidence sur la santé mentale des personnes. Il faut que les plateformes aient une responsabilité autour de ce qu'elles sont en train de publier, de la même manière qu'un journaliste a une responsabilité sur ses reportages. De la même manière qu'un médecin a une responsabilité sur ses gestes, qu'un architecte a une responsabilité sur les immeubles qu'il construit. C'est-à-dire, c'est comme si on veut prétendre que l'IA, en fait, les lois qui s'appliquent à toutes les autres professions et toutes les autres disciplines, et en fait, pour l'IA, non. On ne veut pas faire ça. Genre, les lois ne s'appliquent pas à Elon Musk, les lois ne s'appliquent pas à Sam Altman, les lois ne s'appliquent pas à Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou Larry Page et Sergey Brin. Ben si. Le problème, c'est que moi et vous, on est assis dans un studio de podcast à Paris, et ces boîtes sont principalement américaines et chinoises. Et donc, là, en Europe, ils ont passé le IA Act, qui a un début, mais c'est là aussi une sorte de course contre la montre. C'est-à-dire, est-ce que la législation va être assez rapide pour faire face à ce flot ininterrompu presque d'itération, de contournement de la loi. Mais pour moi, je refuse l'argument qui dit que la solution doit se jouer à l'échelle de l'effort personnel. Que c'est l'individu qui doit aller faire du fact-checking tous les jours, que c'est l'individu. Et c'est quelque chose, encore une fois, qu'on fait partout. C'est un peu comme, je sais pas, pour la clope. On a dit, on a demandé aux gens de faire l'effort de pas fumer en intérieur. Là, je peux pas griller une clope en faisant l'interview, parce que la loi me l'interdit. On a découvert que c'est nocif pour les gens, et donc on peut plus fumer en intérieur. On peut pas aller dans un restaurant, en tout cas pas en France. J'imagine pas non plus en Suisse. Et que je suis avec ma fille, en train de manger une pizza, et à côté de moi, il y a une table avec 8 fumeurs en train de balancer leur fumée à son nez. On n'a pas dit non, on va éduquer les gens pour ne pas le faire. On a éduqué les gens à ne pas le faire, et en plus, on a fait une loi qui interdit ceux qui ne le veulent pas. C'est un peu le même concept. On va éduquer les gens à savoir comment utiliser un outil qui va détecter si c'est une IA ou pas, parce que clairement, genre le truc de regarder les doigts et tout ça, petit à petit, ça a juste plus marché. Ou bien il faut vraiment être genre une sorte de super expert, mais pour la majorité des gens, genre moi aujourd'hui, il y a plein de vidéos créées par Sora, créées par machin. Si la vidéo n'est pas trop déconnante et assez courte, je peux pas savoir. Et je baigne dans ça toute la journée, c'est juste pas possible. Donc on va pas demander à l'individu de faire des efforts, d'aller trouver les outils pour vérifier, etc., etc. Ce serait de mauvaise foi, mais il faut leur apprendre que ces outils existent. Mais à côté, il faut une sorte de réponse politique, légale, juridique. Je ne suis pas assez habilité pour savoir quelle forme ça prendrait, sans que ça devienne une sorte de police de la parole ou de la pensée. Mais je suis sûr qu'il y a des gens plus intelligents que moi sur ce sujet qui peuvent trouver un bon équilibre pour que ce soit pas une sorte de réponse juste individuelle. Et je trouve que l'exemple de la cigarette montre vraiment bien ça, à quel point finalement quand on met des mesures plus collectives, ça peut vraiment très bien fonctionner et très rapidement par rapport à surresponsabiliser les individus. Et dans ce sens, typiquement, avec le flot d'informations fausses que pourrait amener l'intelligence artificielle, je trouve qu'une initiative assez salutaire, c'est l'association Tournesol. Au lieu de faire des algorithmes dont le seul but c'est d'augmenter le temps qu'on va passer sur leur plateforme, eux ils essayent de faire des sortes d'algorithmes qui maximisent un peu le bien commun, ou en tout cas des algorithmes collaboratifs, plutôt que ça soit une grande société américaine ou chinoise qui décide ce qu'on va voir. C'est un peu chacun qui peut participer. Et surtout, pas juste que les algorithmes soient opaques, que les algorithmes ne soient pas soumis. Et je suis complètement d'accord avec Tournesol sur leur vision des choses. Des algorithmes sur lesquels on n'a aucune maîtrise, et surtout des algorithmes où si un des propriétaires de ces plateformes décide de le modifier, il se passe rien. Genre, Elon Musk, je pense que tout le monde le sait, a acheté Twitter, a modifié le code pour que si vous êtes abonné ou pas à Elon Musk, s'il tweet, tout le monde voit son tweet. Moi, aujourd'hui, pour ceux parce que vous pouvez pas le savoir, mais aujourd'hui, on est au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Moi, je suis pas Elon Musk. Aujourd'hui, mon fil Twitter, c'était que Elon Musk et Donald Trump toute la journée. Je suis pas américain. Je suis en France. Mon compte Twitter, c'est le compte de mon collectif. Je ne suis que des comptes liés aux sciences cognitives. Je ne suis aucun compte politique. Ma timeline est complètement
en lambeaux avec que des posts de Musk et de Trump sur comment ils vont rendre les États-Unis un monde parfait, ça va être la nouvelle panacée, etc. Et ça, personne ne peut rien faire. Personne, parce qu'il n'y a pas de cadre légal, et on dit, c'est une boîte privée. Si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Mais c'est le truc le plus hypocrite au monde. Parce que ces plateformes ont quand même pris une place prépondérante dans les sociétés. Beaucoup de gouvernements, malheureusement, dépendent de certains de leurs services. L'État français, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je le pense, mais jusqu'à très récemment en tout cas, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose. Les données des Français étaient sur AWS, Amazon Web Services. Donc, si on froisse Jeff Bezos, il peut faire sauter toute une infrastructure de l'État français. Jeff Bezos, d'ailleurs, qui a interféré dans le comité éditorial du Washington Post, qui voulait dire qu'ils sont pour Kamala Harris, et a dit non, parce qu'en 2016, quand le Washington Post a dit qu'il était pour Clinton, et Trump a gagné, Trump a fait perdre des milliards à Bezos en ne renouvelant pas des contrats liés à AWS, à Blue Origin, machin. Et donc, il y a clairement des problèmes aussi de conflit d'intérêts. C'est que c'est pas juste parce que souvent, quand on parle de l'algorithme, on parle de l'algorithme comme si c'est quelque chose que personne ne contrôle. Mais c'est pas vrai. Les propriétaires des plateformes peuvent absolument les contrôler. Le propriétaire de TikTok peut aller faire ça. Et on l'a vu avec Twitter. Maintenant, c'est très clair. On a même des captures d'écran des ingénieurs sur les lignes de code qui ont été changées pour que tout le monde voit les tweets de Trump, les tweets de Musk et de toute évidence aujourd'hui aussi les tweets de Trump. Parce qu'ils ont décidé de faire équipe de Dark MAGA, comme il aime bien dire. En fait, au-delà de la simple éducation aux médias et à l'information, j'ai l'impression que de façon plus générale, on a tendance à surestimer un peu l'importance de l'éducation dans la résolution de certains problèmes. Par exemple, avec le réchauffement climatique, on va dire ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre aux enfants à respecter la planète à l'école, ou avec la violence, leur apprendre à ne pas être violent, etc. Alors que j'ai l'impression, souvent, c'est un peu une sorte de cache-misère pour ne pas mettre en place des actions qui seraient beaucoup plus efficaces. Absolument. J'ai fait une conférence sur ce sujet. Est-ce que l'apprentissage est genre la solution est-ce que tout est résolu à l'école? Quelque chose. Dès qu'il y a un problème sociétal, on dit tout commence à l'école, tout commence à l'école. Et non. Genre, c'est juste que je trouve que l'éducation, et je sais que ça va paraître bizarre ma phrase, mais je vais développer, que l'éducation est la solution facile. Parce que, à nouveau, on met la responsabilité sur des individus ou sur les profs ou sur les élèves. Et ça permet d'invisibiliser des facteurs beaucoup plus systémiques, beaucoup plus politiques, qui font qu'on doit s'attaquer à des gens ou à des structures qui sont tentaculaires, parfois trop puissantes. Genre, on avait avant, je sais pas si vous connaissez l'expression too big to fail. Aujourd'hui, ça s'appelle too big to jail. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont trop gros pour pouvoir mettre en prison ou les faire porter leurs responsabilités. Et du coup, on se dit, ok, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas réaliser qu'on est impuissant? L'éducation, en sachant que l'éducation, ça prend des générations. Donc, si ça marche pas, on dit il faut juste plus de temps. Après, il faut faire attention de pas tomber dans l'autre écueil. Je dis pas que l'éducation n'est pas importante. Évidemment qu'il faut éduquer les enfants sur le réchauffement climatique. Évidemment qu'il faut éduquer les gens sur les violences physiques, les violences sexistes, les violences racistes, etc. Et évidemment qu'il faut éduquer les enfants sur la technologie, sur l'IA, etc. Mais évidemment que c'est pas suffisant. Et évidemment que c'est pas ça qui aura le plus grand poids. Encore une fois, on peut éduquer on a essayé d'éduquer autant qu'on peut les gens sur le climat, et ça a fait un peu pchit. Et aujourd'hui, ça a un nom, ça s'appelle le modèle du déficit informationnel, c'est-à-dire de croire que les gens n'agissent pas parce qu'ils sont en manque d'informations. On a fermé le gap du déficit informationnel. Tout le monde quasiment sait. Et c'est pas pour autant qu'ils peuvent faire quelque chose. Pour plein de raisons. Un, parce que c'est pas à leur niveau la marge de manœuvre. Genre, si moi, je décide de plus prendre l'avion, de plus manger de viande, de pas avoir de voiture, de ne rien faire. Et Musk continue à prendre son jet pour faire la baie de San Francisco et d'envoyer sa constellation de Starlink et de tester. Les gens ne réalisent pas quand il a testé sa heavy, je sais plus comment ça s'appelle, heavy rocket, je sais plus comment ça s'appelle, heavy quelque chose, et que ça a explosé, ça a fait un trou dans l'ionosphère qui a mis des mois à se résorber. Et si on continue comme ça, probablement la couche d'ozone, c'est bye-bye. Et tout ça, c'est lui qui décide tout seul. On appelle ça des communs. Et les communs sont en train d'être gérés par 2-3 billionnaires. Musk qui va devenir probablement un trillionnaire bientôt, premier trillionnaire de l'histoire. Et on dit, oui, mais c'est
Madame machin ou Madame Machine ou Monsieur Machin dans une école, dans une ZEP, qui va devoir armer les jeunes générations à faire face à ça. C'est d'un cynisme sans nom, genre vraiment. C'est de la folie. Il n'y a pas une autre manière de faire, de se dire en fait, on va tout faire porter sur la responsabilité de l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu n'est pas important. L'individu forme la société forme l'individu, mais les rapports de force ne sont pas du tout la même chose. Si moi je veux que les gens consomment moins, je sais pas, changent moins souvent de téléphone, je veux agir sur les 7 milliards d'humains pour les persuader un à un de ne plus le faire, ou bien je dis à Apple, écoutez les gars, vous pouvez plus sortir de iPhone chaque année. Les iPhones, c'est une fois chaque 2 ans. Il n'y a aucune raison que vos produits soient tellement pourris qu'ils fonctionnent juste sur un an. Eh ben, ça percole dans le système infiniment plus vite si je coupe à la source. C'est comme si, je sais pas, il y a un dégât des eaux, et on se dit on va aller boucher avec notre doigt les différents tuyaux, ou bien on peut descendre à la cave et couper l'eau à tout l'immeuble. Quand il y a un dégât des eaux, on coupe l'eau à tout l'immeuble. On va pas checker chaque robinet et bricoler le temps de trouver la fuite pendant que l'eau est en train de couler partout dans l'immeuble. C'est un peu la même chose. On dit non, 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 il faut chaque petit tuyau, c'est sa responsabilité de se serrer les fesses. Oui, et puis d'autant plus que même en restant sur un point de vue purement individuel, on est quand même incité à ne pas respecter ce qu'on nous dit de respecter. Dans le sens où on va dans la rue, il y a des fast-food partout, il y a, je sais pas si on veut aller à quelque part en Europe, souvent ça va être plus économique de prendre l'avion que de prendre le train. C'est hyper dur, même si on a été extrêmement bien éduqué, de se dire attends, je vais perdre tous ces avantages. Ouais. Mais même s'il y a des gens qui le font, je connais, j'ai des potes. Et moi-même, j'essaie, par exemple, moi, je refuse quasiment systématiquement de prendre l'avion quand il y a une option de train, même si ça coûte plus cher. Mais ce serait dément. Je peux me le permettre. Donc déjà, j'ai la chance de pouvoir le permettre. Souvent, quand je voyage, j'aime pas trop voyager, donc souvent quand je voyage, c'est pour des déplacements professionnels, et donc je dis aux gens, c'est vous qui payez. Ils me disent, ouais, mais on peut vous payer un billet d'avion. Je dis, si vous voulez que je vienne en avion, je viens pas. Donc soit vous payez plus cher pour le train, soit je viens pas. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des gens, qui peuvent pas se le permettre. Deux, disons que beaucoup de gens sont convaincus. Ça va jamais être 100%, il y a jamais eu de 100% sur rien du tout au monde. Et c'est des communs. Donc les gens qui sont pas convaincus sont en train de faire du mal à ceux qui sont convaincus. Donc aussi c'est déprimant pour les gens qui sont en train de faire cet effort personnel, de se priver de choses, de pas aller voir la muraille de Chine alors qu'ils en rêvent depuis qu'ils sont petits, parce que c'est pour les communs. Et après ils voient une personne qui dit moi je prends l'avion pour aller faire une réunion de 20 minutes à San Francisco parce que c'est là-bas qu'il y a les startups qui changent le monde et je reviens. Et donc même si des gens arrivent à faire ça, c'est complètement hypocrite et naïf de croire qu'on va réussir à avoir une adhésion de 100% juste par effort personnel. Encore une fois, la clope, c'est quelque chose, c'est une personne qui est en train de s'auto-empoisonner. Donc c'est même pas les communs, c'est je suis en train de m'auto-donner le cancer. Et les gens le faisaient quand même. Ils étaient en train d'empoisonner leurs propres enfants. Alors que sur le réchauffement climatique, on ne voit même pas les conséquences. C'est pas des gens qui nous sont proches. On peut se dire, je m'en fous. C'est vraiment de la folie. Et pour continuer sur les liens entre le cerveau et l'intelligence artificielle, quelque chose qu'on entend aussi souvent, c'est que finalement l'intelligence artificielle serait un peu une reproduction informatique du cerveau qui fonctionnerait un peu de la même manière. À quel point ça c'est vrai ou pas du tout? Alors aujourd'hui, c'est quasiment pas du tout vrai. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, initialement, a été créée pour faire exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, la première brique d'une intelligence artificielle, c'était le neurone artificiel. Et ça s'appelle pas neurone artificiel par hasard. C'est en 1943, je pense, des chercheurs. En fait, il y a un problème de date. Beaucoup de gens estiment mal les dates liées aux neurosciences et à l'intelligence artificielle. Mais par exemple, les IRM, qui sont peut-être l'outil le plus utilisé, les IRM fonctionnels, pour être plus précis. Les premières études en IRM fonctionnel, c'est 1991. Donc en gros, avant ça, on n'avait que des EEG, qui sont pas top. Et donc avant ça, pour comprendre un cerveau,
on n'avait pas beaucoup d'outils. En gros, il faut qu'une personne ait une tumeur et une lésion, se prenne un coup pour qu'une fonction déconne. Et quand la personne meurt, on fait une autopsie et on voit quelle est la zone du cerveau qui est endommagée. On essaye d'inférer qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on a fait sur ce qu'on appelle les zones du langage, etc., etc. Et donc, dans les années 40, 30, des chercheurs se sont dit, comment est-ce qu'on va réussir à comprendre le cerveau? Genre, on n'arrive pas à comprendre un cerveau sain, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cerveau, on a compris un peu les neurones parce qu'on peut faire des dissections, etc. Et si on créait des neurones artificiels pour essayer de recréer le cerveau d'une manière informatique et électronique pour mieux comprendre le cerveau? Et donc, on a créé le premier neurone artificiel. Et puis, je pense en 57, on a quelque chose qui s'appelle le perceptron de Rosenblatt, qui est le premier vraiment réseau neuronal et qui était, comme son nom l'indique, son boulot, c'était de pouvoir voir. Et pendant quelques décennies, l'intelligence artificielle, son boulot, par design, c'était de reproduire le fonctionnement du cerveau pour essayer de mieux comprendre le cerveau. Donc, on est en train d'essayer de reproduire un organe dont on ignore le fonctionnement. On ne sait pas comment fonctionne le cerveau. On se dit, si on recrée des neurones dans un ordinateur, à terme, peut-être, qu'on va pouvoir comprendre le cerveau. Et pendant longtemps, ça a été hyper utile. C'est grâce, ou en tout cas, cette intelligence artificielle-là a joué un rôle énorme pour comprendre, par exemple, la vision, pour comprendre la motricité, comment est-ce que notre cerveau contrôle nos mouvements volontaires, comment est-ce qu'on voit, et à l'inverse, les études sur le cerveau ont beaucoup aidé à développer des intelligences artificielles de plus en plus poussées. Et donc, il y avait une sorte d'aller-retour entre ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles et les chercheurs en intelligence artificielle. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence, souvent, on dit, ça peut pas être de l'intelligence est humaine. En fait, ça s'appelle intelligence artificielle parce qu'on essayait de recréer un truc humain. C'est pour ça qu'on parle de réseaux neuronaux, c'est pour ça qu'on parle de neurones, c'est pour ça qu'on utilise tous ces mots qui viennent de la biologie. Donc, quelque part, c'est vraiment les neurosciences avec des informaticiens qui ont créé les intelligences artificielles. Mais à partir des années 80, 90, les premiers transformers, etc., ça a dévié. Et aujourd'hui, une intelligence artificielle, un LLM, etc., ne fonctionne pas du tout comme un cerveau. Aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de bénéfices entre les deux disciplines. Évidemment qu'elles continuent à se nourrir, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup plus l'apprentissage par machine, par exemple, des choses comme ça, pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau grâce à la puissance computationnelle du machine learning, plus que parce qu'on est encore en train d'essayer de recréer le cerveau. Il y a encore quelques boîtes, quelques laboratoires qui essayent de recréer le cerveau, mais quand je dis intelligence artificielle, et j'imagine quand vous dites intelligence artificielle, si vous êtes en train de penser à ChatGPT, si vous êtes en train de penser à Midjourney, si vous êtes en train de penser à Gemini, si vous êtes en train de penser à tout ça, ça fonctionne pas du tout comme un cerveau humain. Pas du tout. Genre, rien à voir. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que, en fait, ces grands modèles de langage et puis d'autres modèles similaires fonctionnent souvent de façon prédictive. En fait, ils essayent de prédire le prochain token, soit le prochain mot, le prochain pixel ou comme ça. Et dans ton livre justement Neuromania, tu disais que le cerveau fonctionnait aussi un peu de façon prédictive. Absolument. À quel point ces deux prédictions sont comparables? Elles sont pas du tout comparables pour plein de raisons. En fait, il faut séparer avoir une même fonction de comment est-ce que cette fonction est implémentée. Par exemple, là, j'entends, il y a une horloge mécanique sur le mur et vous avez entre vos mains un iPad. J'imagine que sur votre iPad, vous pouvez voir l'heure et moi, je peux voir l'heure ici. Donc, les deux donnent l'heure. À aucun moment, vous allez dire que la manière dont le iPad donne l'heure et la manière dont cette montre est en train de donner l'heure sont pareilles, même s'ils ont la même fonction. Donc, une intelligence artificielle, un ordinateur, peut avoir un virus. Un corps humain peut avoir un virus. Est-ce que ça veut dire que les deux tombent malades de la même manière? Une machine, un ordinateur, une intelligence artificielle peut avoir un antivirus. Et on peut donner à un corps humain un antivirus. Ça veut dire que leur système immunitaire est pareil. Pas du tout. Une intelligence artificielle, vous pouvez mettre votre iPad en mode sommeil, il peut sleep, et moi je peux sleep. Est-ce qu'on sleep pareil? Pas du tout. Vous devez nourrir votre iPad pour qu'il puisse continuer à fonctionner. Vous le nourrissez en mettant le câble, en l'alimentant. Ça s'appelle un câble d'alimentation. Et je peux m'alimenter. Est-ce que ça veut dire qu'on a le même système digestif? Pas du tout.
C'est un peu pareil, c'est-à-dire les intelligences artificielles peuvent reproduire plein de nos fonctions. Plein. Ils peuvent oublier, ils peuvent se rappeler, ils peuvent tomber malades, on peut les soigner, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin de dormir, etc., etc. Et nous aussi. Mais l'implémentation n'a absolument rien à voir. Donc oui, les LLM font de la prédiction, le cerveau humain fait de la prédiction, mais ils ne prédisent pas du tout les mêmes choses et pas du tout de la même manière. Du tout. Et alors, quand on dit que le cerveau humain fait des prédictions, ou bien parfois on dit aussi qu'il hallucine, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On hallucine de manière contrôlée. C'est une citation de Anil Seth, qui travaille sur la conscience, qui considère que notre conscience est une hallucination contrôlée, dans le sens où, en fait, on a tendance à croire que quand je vois le monde, il y a des photons de lumière qui sont en train de rebondir de votre visage, qui sont en train de toucher ma rétine, qui transforme cette information en un signal électrique qui va être envoyé au cortex occipital, qui va décoder un peu cette information, l'envoyer à mon cortex préfrontal et je vais vous voir. En fait, on a découvert que c'est pas du tout comme ça que ça marche. En fait, l'image que je vois quand je vous regarde, c'est un mélange de deux choses. L'information rétinienne, l'information perceptive, mais aussi les attentes de mon cerveau, parce qu'on n'a pas assez de ressources pour recréer en permanence le monde. Et donc, c'est comme si l'image qui arrive est pleine de trous et mon cerveau bouche ces trous. Ce bouchage de trous vient de ce qu'on appelle mes a priori. Donc, les visages que j'ai vus, comment est-ce que le monde réagit à de la lumière, un environnement sombre, des projecteurs, etc. Et il est halluciné, dans le sens où il vient de mon cerveau, il vient pas du réel. Mais c'est une hallucination très contrôlée, c'est-à-dire c'est vraiment basé sur des règles qu'on apprend, on sait à partir de quand on apprend quelles règles, qui fait que ça marche comme ça, et c'est tout le temps les mêmes hallucinations de la même manière. C'est ce qui crée la stabilité du monde. C'est pas genre on invente ce qu'on veut. Alors que les intelligences artificielles, elles ont des hallucinations qui, pour le moment, on comprend pas les règles et qui ne sont pas nécessairement réalisées à partir du monde réel, pour une raison très simple, c'est que les intelligences artificielles ne sont pas incarnées, et nous, on est incarnés, on est des êtres incarnés. Moi, je peux prendre ma main et toucher ce micro et le déplacer. Je peux manger une pizza, je peux sentir un échappement, je peux me faire mal en tombant dans les escaliers. Une machine, pour le moment, par exemple un LLM, apprend le monde à partir du langage et rien d'autre. C'est que du texte. ChatGPT n'a jamais touché une orange. ChatGPT n'a jamais jeté une balle. ChatGPT ne s'est jamais pris la porte du métro parce qu'il courait, il voulait sauter et pas rater la rame qui venait de passer. Et tout ça implique une multimodalité. On est en interaction avec le monde. Les intelligences artificielles actuelles ne le sont pas. Il y a des labos comme Google qui essayent, comme Meta et comme OpenAI, qui essayent de faire des intelligences artificielles embodied, incarnées, multimodales. On est encore au tout début. Et puis, il y a un autre truc qui, pour le moment, est intractable. C'est que nous, on a une vie interne. On a une subjectivité. Genre, il y a quelque chose de c'est comment être Albert. Qu'est-ce qui se passe quand je vais aller visiter mon village d'enfance? Qu'est-ce qui se passe si vous allez aller manger un gâteau que votre grand-mère vous préparait et que vous n'avez pas mangé depuis 20 ans? Et ça, c'est aussi important. On appelle ça la phénoménologie. Et pour le moment, on ne sait pas si les intelligences artificielles ont une phénoménologie et quel est le poids de cette phénoménologie dans notre fonctionnement. Donc, il y a quand même des différences qui sont encore assez majeures. Et on ne sait pas si elles peuvent être résolvables. Et le dernier truc, c'est qu'on est des animaux sociaux. On apprend les uns des autres. Et pour le moment, si vous essayez d'entraîner une machine d'intelligence artificielle, genre un LLM, sur des textes produits par d'autres LLM, eh ben, ils pètent les plombs. Ils deviennent fous. Genre, en anglais, ils disent « they go mad ». C'est vraiment littéralement ce qu'ils disent. Et donc, c'est un autre gros problème. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'Internet va être populé, avoir de plus en plus de contenu créé par des IA, de manière quasiment paradoxale, ça va flinguer toutes les IA qui sont en train de s'entraîner sur ces datasets qui sont créés par d'autres IA. Alors que nous, humains, si toi, tu m'apprends quelque chose, eh ben, je l'apprends hyper bien. Et justement, tu parlais de phénoménologie. On peut aussi relier du coup ça à la conscience phénoménale et la conscience de façon plus générale. Ouais. Donc là, quand on parle de conscience, parce que souvent il y a beaucoup d'imaginaire collectif sur ce que serait la conscience. Je pense que c'est important de bien définir. Du coup, ici, on parle vraiment de la capacité à avoir une vie subjective, à ressentir des émotions, toutes ces choses. Et savoir qu'on a ça.
Ouais. C'est une conscience autonoétique. C'est-à-dire, je suis conscient du fait que je sois conscient. Et à quel point, par exemple, si tu devais donner une probabilité que des grands modèles de langage actuels aient cette capacité, qu'est-ce que tu dirais? Avec la technologie actuelle, Actuelle. 0. 0%? Genre, avec la technologie actuelle, quasiment, c'est un consensus. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, la majorité des gens qui n'ont pas un intérêt à dire ça, donc pas Sam Altman, pas, même des gens comme Yann LeCun, qui bosse chez Meta quand même, il dit pour le moment, avec cette méthode actuelle, c'est 0%. Est-ce que ça veut dire que il pourrait pas y avoir une sorte d'ersatz de phénoménologie? Si, mais comment est-ce qu'on va le savoir? Parce que si on demande à la machine, elle peut dire oui, j'ai une phénoménologie, mais bonne chance pour savoir si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste codé. Mais en tout cas, pour moi, avoir une phénoménologie nécessite quelque part une interaction avec le monde. Et pour le moment, il n'y a pas d'interaction avec le monde. Il y a une interaction avec une abstraction du monde qui est le net. Mais il n'y a pas... Ça commence à venir. On peut imaginer, genre pour moi, si la phénoménologie va apparaître quelque part, il y a plus de chances qu'elle apparaisse sur euh, une voiture qui s'autoconduit elle-même que sur ChatGPT. Parce qu'il est en interaction Parce qu'il est en avec interaction avec le monde. Parce qu'une voiture qui s'autoconduit elle-même pourrait potentiellement se dire, tiens, je suis jamais allé à ce bout de la carte, j'ai envie d'aller voir. Peut-être, mais pour le moment, avec les technologies actuelles, allez, je vais être sympa, 0,1%. Ok. Pour pas dire 0. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, moi je suis chercheur en neurosciences, je suis pas chercheur en IA. Donc je me base sur ce que je lis. J'ai été informaticien entre mes 16 et 19 ans, allez, j'ai travaillé sur les réseaux informatiques, donc je suis quand même assez intéressé par le sujet. Donc j'essaye de rester à jour et tout, mais j'ai pas du tout la connaissance nécessaire. Et encore une fois, des chercheurs indépendants, donc qui n'ont pas une raison, qui n'ont pas de conflit d'intérêt, on va dire, sur le sujet. La majorité écrasante aujourd'hui dit que avec la méthode qu'on est en train de poursuivre actuellement, donc les LLM, etc., c'est pas ça qui va. Genre, Sam Altman dit toutes les semaines, il dit AGI est là bientôt. Mais quand on regarde, encore une fois, des chercheurs et des chercheuses indépendantes, ils disent pas du tout. Genre, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faudrait une autre méthodologie à inventer pour bridger ce gap. Et quelque chose qu'on entend très souvent aussi, c'est que finalement le cerveau biologique et le cerveau artificiel seraient en compétition dans une sorte de guerre des intelligences. Oui. Est-ce que ça te paraît pertinent? Non, pas du tout. Pas plus que mon cerveau est en guerre contre ma calculatrice ou que mon cerveau est en guerre contre une presse hydraulique ou que c'est ce truc de guerre d'intelligence. Encore une fois, c'est un débat qui se répète à chaque nouvelle technologie. On a eu des guerres contre l'électricité, des guerres contre les forces magnétiques, des guerres contre l'écriture, des guerres contre le papier, des guerres contre la machine à coudre. En fait, si je veux aller sur ce terrain un peu plus dystopique, je dirais, moi, ce qui m'inquiéterait, et c'est pas vrai, hein, je suis juste en train de faire pour l'exercice de pensée, je serais plus inquiet que l'intelligence artificielle décide d'être en guerre contre nous que mon cerveau décide d'être en guerre contre une intelligence artificielle. De toute façon, si je me mets en guerre contre l'intelligence artificielle, je vais perdre. C'est clair, net et précis. Je l'ai créée pour qu'elle soit meilleure que moi. Il n'y a aucune raison de créer des outils technologiques qui sont moins bons que nous. Personne ne va aller créer une machine pour porter des choses qui peut porter moins qu'un humain. Ça a aucun sens. Je vais pas créer une calculette qui calcule moins vite qu'un humain. Je vais pas créer une feuille qui se rappelle moins qu'un humain. Imaginez que je crée demain une feuille sur laquelle, quand vous écrivez quelque chose, au bout de 5 secondes, ça disparaît. Vous savez pas l'utiliser parce que mon cerveau, il peut se retenir plus que 5 secondes. Donc ça fait aucun sens. Donc pourquoi est-ce que je vais me mettre en guerre contre un truc que j'ai designé pour qu'il soit meilleur que moi? On l'avait aussi sur les échecs, les premières intelligences artificielles, quand c'était sur les échecs. Les gens disaient, oh non, moi je suis très intéressé par les échecs. Genre je joue un peu, je regarde assidûment les compétitions et tout. Donc je suis les modèles d'échecs. Les premières intelligences artificielles sur des échecs, il y a des gens qui n'étaient pas dans le monde des échecs. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Les machines artificielles vont gagner. Donc, il y aura plus de joueurs d'échecs. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on a assez de recul et ça fait maintenant des décennies que les IA écrasent le meilleur genre. Magnus Carlsen, meilleur joueur de tous les temps, probablement des échecs, ou Garry Kasparov, probablement le deuxième meilleur joueur de tous les temps aux échecs, sont complètement OK pour dire qu'ils ont aucune chance
de battre une intelligence artificielle aujourd'hui, que ça soit Lilo, que ça soit Stockfish, etc., pour ceux qui connaissent les modèles aux échecs. Et ben qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les joueurs d'échecs continuent à jouer aux échecs et se nourrissent des intelligences artificielles qui jouent aux échecs pour trouver de nouvelles lignes, pour trouver de nouvelles stratégies, pour trouver de nouveaux trucs. Et ça a changé le jeu de telle manière à ce qu'un joueur d'échecs aujourd'hui qui s'est entraîné, qui a joué avec des intelligences artificielles, écraserait facilement un joueur d'échecs d'il y a 50, 60 ans qui avait pas ça. À aucun moment, les joueurs d'échecs se sont dit non, il faut qu'on se fasse une sorte de Avengers des échecs pour aller battre Stockfish, parce que Stockfish est créé pour qu'il soit meilleur que les humains, pour apprendre quelque part. Et Magnus, parfois, joue des lignes, clairement, qui sont inspirées de l'IA, parce que les humains ne jouent pas normalement comme ça. Je peux rentrer dans le détail, mais c'est pas important. Et donc, cette guerre, moi, ce qui m'inquiète, c'est tout le temps la guerre des humains sur des humains. C'est vraiment ça qui m'inquiète beaucoup plus que tout le reste. Et comment des humains vont utiliser des technologies pour tuer d'autres humains. On voit l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans la guerre d'Israël sur la Palestine et sur le Liban, où un algorithme décide que cette personne est une cible, il y a un drone qui monte, qui va, et la personne disparaît de l'existence parce que l'IA a décidé que c'était un danger. Et ça m'inquiète beaucoup plus que Terminator. Parce que ce qu'ils vont dire les gens qui portent cette thèse aussi, c'est que petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'emplois automatisés, des emplois relativement simples. Seulement les personnes très intelligentes, très qualifiées, qui savent très vite s'adapter, qui vont réussir à rester compétitives sur le marché de l'emploi. Je connais cette thèse et c'est vraiment une sorte de fausse connaissance du monde. Les IA ont beaucoup plus de chances de remplacer un médecin que de remplacer, je sais pas moi, un peintre. En tout cas, les chances sont similaires. Il n'y a aucune raison de croire qu'une intelligence hyper développée, quelqu'un va investir des millions pour aller remplacer le facteur. Alors, c'est beaucoup plus simple qu'un humain conduise et dans son quartier, il y a son bureau de poste, il va le matin, il récupère le colis, il va chez les gens, il sonne à la porte, qu'une intelligence artificielle qui peut regarder une IRM ou un scanner et trouver qu'il y a 2 cellules qui sont pas supposées être là et que la personne va avoir un cancer dans 4 ans. Et que si on enlève ces 2 cellules aujourd'hui, ben on guérit la personne a beaucoup moins de chances d'avoir son cancer dans 4 ans. C'est vraiment, je sais pas, c'est une sorte de panique qui est mal placé, parce que on devrait paniquer par rapport aux humains qui gouvernent et qui contrôlent ces IA, plus qu'une IA décide demain de. Et puis on a toujours remplacé des boulots, et aujourd'hui il y a plus de personnes, je sais pas, nos téléphones, il y a plus des standardistes qui sont en train de faire tchuk, 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 tchuk pour connecter les gens, et en fait tout ça vient d'un modèle économique ultra capitaliste, ultra consumériste, qui dit que il faut que les gens bossent. Mais si moi je peux éviter à des humains, qui qu'ils soient, si je peux éviter à des enfants d'aller miner du nickel pour les intelligences artificielles, parce que quelqu'un a développé une machine qui peut miner le nickel, s'il faut miner le nickel, mais disons qu'il faudrait miner le nickel, etc., je suis content. Si moi je peux en finir avec ce que David Graeber appelle les useless jobs, parce que je peux les remplacer par des machines, tant mieux. L'important, c'est que derrière, on accepte que si on travaille moins bien, ou si on travaille moins tout simplement, pas moins bien, pardon, comment est-ce qu'on va faire pour que ces gens puissent bosser et que ça soit plus genre la honte de tout ça? Moi, à terme, si l'emploi disparaît de nos sociétés, j'ai aucun problème avec ça, si tout le monde vit bien. Mais ce truc de ça va faire disparaître des boulots inutiles, c'est bien, non? C'est quoi le problème? Après, encore une fois, il faut repenser à la réponse politique derrière, c'est-à-dire ces boulots qui sont en train de disparaître, est-ce qu'on va aller prendre ces humains et les faire d'autres boulots inutiles? Parce qu'on veut se dire, il faut bosser. Moi, je suis pas un fan du boulot en général, donc je trouve que c'est vraiment une sorte de mauvaise foi. Et d'ailleurs, quand on regarde les gens qui font ces arguments, souvent ils bossent pas, quoi. C'est des gens qui bossent pas. Genre la personne qui a écrit le livre La guerre des intelligences, Laurent Alexandre pour ne pas le nommer, je pense pas qu'il se tue au travail. Il va faire des conférences pour éructer des choses qui ne veulent souvent rien dire, complètement ignorant sur le sujet dont il parle. Pour aller et se faire payer grassement
Et je préfère que ChatGPT remplace Laurent Alexandre que de me taper Laurent Alexandre en train d'éructer. On voit Raphaël Enthoven qui publie un livre sur la philosophie et l'intelligence artificielle et comment la philosophie et l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire de philosophie. Le lendemain, il parle sur les addictions et la drogue. Le surlendemain, il parle du conflit au Moyen-Orient, etc. Si je peux remplacer des gens, je les appelle des toutologues, c'est des gens qui se prétendent être experts en tout, alors que si vous prenez n'importe quel expert sur chaque sujet, sur le Moyen-Orient, sur les intelligences artificielles, sur les neurosciences, sur l'addiction, etc., tous sont d'accord que ces gens sont complètement incompétents. Et donc, si les intelligences artificielles pourraient les remplacer à eux en premier, moi, je suis preneur. Fantastique. Voilà. Là, c'était mon coup de gueule de l'épisode. Chaque épisode, j'ai un moment, je débloque et c'est arrivé maintenant. Et une chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que donc on entend de plus en plus parler des biais cognitifs, les biais dans notre cerveau, mais les intelligences artificielles aussi sont biaisées. Et notamment, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant que tu disais, c'est que elles sont biaisées un petit peu comme si elles étaient des occidentaux, éduqués, etc. Weird. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Ouais, donc notre cerveau est prédictif. On a des sortes de stratégies cognitives. Et parfois, certaines stratégies sont adaptées dans certains environnements et moins dans d'autres. On les appelle donc des biais quand on est dans des environnements où elles sont pas hyper adaptées. Et on se disait, les intelligences artificielles, c'est top parce qu'elles sont pas biaisées. On a découvert que les intelligences artificielles sont aussi biaisées que les humains. Donc, on a découvert que Google Translate pendant longtemps était sexiste, que il y avait des IA de génération d'images qui étaient complètement racistes, etc. C'est hyper bien documenté. S'il y a des personnes qui veulent voir, ils peuvent taper biases in AI et vous allez tomber sur des tonnes de trucs. Mais il y a un papier d'un monsieur qui s'appelle Joe Heinrich, qui est sorti il y a quelques années et qui a découvert qu'une grande partie de la recherche en psychologie, à partir de laquelle on extrapole le fonctionnement de l'espèce, était complètement biaisée parce que la majorité des gens qu'on étudiait appartenaient à un groupe qu'il appelle le groupe Weird. Weird, ça veut dire en anglais bizarre, mais c'était pour Heinrich, c'était aussi un acronyme, merci. Donc c'est WEIRD pour Western, donc occidental, educated, eduqué, industrialized, rich et democratic. Et que la majorité des études en psychologie, en fait, c'était en gros des Américains étudiants proches des laboratoires de psychologie, parce que c'était le plus simple à recruter. Et il a remarqué que cet échantillon n'est pas du tout représentatif du fonctionnement de l'espèce, voire était le plus bizarre parmi tout le fonctionnement de l'espèce. 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, on a les IA. Donc les gens se disent, les IA fonctionnent comme les humains. Et Heinrich a republié un papier dont le titre, je le trouve super, et qui dit « Which humans ?» Il dit, quel humain ? Quand vous êtes en train de dire les IA fonctionnent comme des humains, en fait, il y a différents groupes d'humains qui fonctionnent différemment. Un occidental ou même pas un occidental, un américain de Pennsylvanie ne fonctionne pas du tout comme un américain du Wisconsin, qui fonctionne pas du tout comme un danois ou comme un espagnol ou comme un congolais ou comme un libanais ou comme un australien ou comme un chilien ou comme un mongol. Et donc il se dit ok, les IA sont which humans? Et il a remarqué que en tout cas les LLM les plus communs aujourd'hui, donc lui il a fait son étude sur ChatGPT, mais depuis d'autres personnes ont vérifié ça sur d'autres IA. Il y a tout un pan aujourd'hui en psychologie de comprendre la psychologie des IA. En France, on a Stefano Pelminteri, un très bon ami à moi, qui travaille justement sur la psychologie des IA. Genre, les IA ont une psychologie qui est commune. Et Heinrich, dans son papier Which Humans, il a montré que ChatGPT était weird. Donc ChatGPT fonctionne sur des questions morales, sur des questions éthiques, sur des questions monétaires, sur des questions si on fait le trolley problem à ChatGPT, si on demande de jouer un jeu d'équité monétaire, etc., que il fonctionne comme des personnes weird et pas du tout comme une personne qui vient de, je sais pas moi, du Lesotho ou de Jordanie. Donc, c'est pas juste qu'ils sont biaisés, ils sont aussi biaisés comme des Occidentaux le sont aussi. Tous les humains sont biaisés, pas juste les Occidentaux. Et avant, tu as dit un mot qui peut paraître barbare à la plupart et que j'aimerais que tu expliques. C'est neurosciences computationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les neurosciences, il y a plusieurs branches. Donc, il y a les neurosciences fondamentales, il y a les neurosciences cognitives, il y a les neurosciences affectives, il y a les neurosciences computationnelles. Les neurosciences computationnelles sont la branche des neurosciences qui, justement, utilise beaucoup les IA, soit pour
comprendre mieux le cerveau, soit pour informer comment développer de nouveaux IA, soit pour utiliser les IA pour modéliser le cerveau, parce qu'il y a des milliards et des milliards de connexions dans notre cerveau, et il faut modéliser tout ça. Et donc la branche qui s'occupe d'essayer de modéliser le cerveau s'appelle les neurosciences computationnelles. Ok. Et il me semble que tu disais aussi que maintenant, il y a des modèles d'IA qui permettent de trouver des nouvelles molécules, par exemple pour la psychiatrie ou ce genre On de choses. essaye. Ils n'ont pas trouvé encore, mais on essaye. En tout cas, les IA aujourd'hui essayent de trouver aussi des protéines différentes. Les protéines, en fait, c'est des chaînes d'acides aminés. Donc les acides aminés, pour faire simple, les acides aminés, on peut imaginer que c'est des petites briques qui font nous. Et les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés qui sont assez longues et qui se plient et qui prennent certaines formes. Et il y a des IA aujourd'hui qui itèrent pour développer de nouvelles protéines, de nouvelles molécules, etc. Et donc, il y a des espoirs parce qu'on n'a pas découvert de nouvelles molécules en psychiatrie depuis des décennies maintenant. Et on se dit, peut-être que les IA, en leur expliquant comment ça fonctionne nos cellules, en étudiant la forme de nos récepteurs, de nos neurones, etc., peuvent développer de nouvelles molécules qu'on pourrait créer de manière synthétique pour activer tel ou tel ou tel ou tel truc. Pour le moment, on n'a pas eu encore de molécule qui vient des IA. En tout cas, c'est une branche de la recherche qui est en cours. Parce qu'il y a plein de choses en IA qui est très fascinante. Moi, un truc qui m'attriste, j'ai envie de dire, parce que quand on parle d'IA, les gens pensent directement au LLM, au Midjourney, aux IA génératives. Mais en fait, les IA aussi sont très intéressantes dans le traitement, dans leur capacité à traiter des données énormes et à donner du insight sur plein de trucs, que ce soit de trouver des exoplanètes, de détecter des cancers plus tôt, de faire des lectures d'IRM de manière beaucoup plus fine, ou des choses comme ça. Et au-delà des molécules, sur l'aspect plus psychologue dans le sens psychologue clinicien, d'ailleurs, il me semble que tu es aussi psychologue clinicien un jour par semaine, c'est ça? Un jour par semaine. Et est-ce que tu penses que à terme des IA pourraient remplacer ton métier, remplacer les psychologues cliniciens? La première IA conversationnelle s'appelle Elisa. Elle a été calquée sur un psychologue parce que c'était un peu la psychologie de comptoir, de reformuler, de dire ah c'est trop dur, ah oui c'est dommage, ah machin. Oui, genre oui et non, parce que en psychothérapie il y a quelque chose qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est importante, de sentir qu'on est compris, qu'on est entendu, que notre thérapeute est sympa. Mais on peut très facilement, et on le voit, des gens qui passent leur journée à discuter avec des IA, qui trouvent sympathiques, qui les écoutent, etc. Donc, pourquoi pas? Après, remplacer à 100%, j'ai envie de dire non, mais j'ai pas vraiment un argument massu pour pourquoi non. Je pense qu'on a quand même besoin du contact humain, parce qu'il y a aussi, en fait, j'aurais quelques arguments. Déjà, il y a des études qui montrent la synchronicité entre deux cerveaux. Genre, on est des animaux profondément sociaux. On a besoin les uns des autres. Et du coup, je pense que, pour le moment en tout cas, on ne sait pas comment recréer cette synchronicité, le langage non verbal, le toucher. Je sais que les gens trouvent bizarre, genre les psychologues normalement ne touchent pas leurs patients, mais il y a des approches en psychologie où si un patient pleure, on peut lui mettre la main sur l'épaule, on peut le prendre dans nos bras, etc. Ça, c'est encore compliqué pour les IA, non, parce qu'elles sont non incarnées. On revient à ce problème d'être incarné. Et puis, après, tout peut être codé. Je vois pas pourquoi ce serait pas codé. Mais la thérapie, genre quand un patient, une patiente viennent me voir en thérapie, on n'est pas juste en train de parler de leurs problèmes. C'est-à-dire parfois on va discuter de ah tu as vu la dernière série, moi je fais de la thérapie en marchant dehors, il y a un super resto ici, etc. Et ces temps morts qui peuvent paraître comme des temps morts sont hyper importants dans le processus thérapeutique. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut créer une IA qui comprend tout ça. Et encore une fois, je pense qu'avec en fait, ta question dépend. Est-ce que tu parles spécifiquement des LLM actuels? Et pour moi, la réponse serait non. Si tu parles de nouvelles IA dans le futur, dans le sens un peu plus science-fiction, je vois pas pourquoi pas. C'est juste que pour le moment, aujourd'hui, avec cette approche un peu de brute force, de token, de prédictibilité, non, parce que l'IA n'a pas d'intentionnalité. C'est-à-dire, l'IA ne prend pas l'initiative. Un humain prend l'initiative. Je vais parfois prendre l'initiative. Une IA, pour le moment, juste répond.
ChatGPT, j'ai quasiment toutes les IA conversationnelles sur mon téléphone. Jamais elle n'initie une conversation. Gemini ne me dit jamais coucou Albert, tu sais, hier j'ai vu un truc et je voudrais t'en parler. Ils peuvent me faire des recommandations. Je pense que cette vidéo va te plaire. Mais ça reste des recommandations basées sur qui je suis, etc. Ça ne vient jamais de l'extérieur. Alors qu'un psy peut aller mal parfois. Genre parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir et je sais pas, je passe une sale journée et ça se voit sur mon visage. Ça va pas aujourd'hui et je vais pas mentir. Je vais pas dire non, je suis votre psy, il faut que tout le temps j'aille bien. Je vais dire ouais, genre j'ai eu une mauvaise nouvelle, je sais pas. Il y a 1 an ou 2, j'ai perdu mon père. Je sais pas quand j'ai perdu mon père, je dis exprès il y a 1 an ou 2. J'allais pas hyper bien. Parfois, j'en ai parlé en séance parce que quelqu'un m'a demandé. Et j'en ai pas parlé pendant toute la séance. Ça a peut-être duré 5-10 minutes. Mais ça renforce des choses. Ça crée une sorte de lien, d'authenticité, de lien humain, entre guillemets. Je suis pas en train de mentir. Pour le moment, une IA fait pas vraiment ça. Après, on peut se dire, mais est-ce que ce truc est vraiment nécessaire pour la thérapie? On ne sait pas de toute façon comment ça marche, la thérapie. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment des modèles de psychologie qui sont plus robustes, on peut pas savoir qu'est-ce qui manque. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Après, est-ce que des IA peuvent complémenter un travail thérapeutique? Absolument, et je pense que ça peut se faire hyper vite. Des exercices de TCC, des discussions parfois, des questionnements, etc. Le danger principal, c'est les hallucinations. C'est qu'une IA peut dire de la merde. Et une personne fragile, elle est fragile. Et du coup, cette merde peut devenir très dangereuse très vite. On est habitué à se méfier d'autres humains. C'est-à-dire, si tu me dis, toi, maintenant, un truc hyper bizarre, j'ai des sortes de warnings qui s'allument dans ma tête, et je peux me dire, peut-être qu'il m'embourbe. On n'est pas habitué à douter de nos machines. Genre, jamais je tape un chiffre dans ma calculette et je me dis, ma calculette se trompe. Jamais je regarde mon accéléromètre, je sais pas comment il s'appelle, le truc dans ma voiture, et je me dis, peut-être qu'il est en train de me mentir. Jamais je prends la température de ma fille, ça indique 39, et je me dis, il se trompe. Jamais, on a tendance à faire confiance. Jamais je vais taper sur Google, genre, quand est-ce qu'est né Jacques Chirac, et je vais avoir une date, et je vais me dire, peut-être qu'elle est fausse. Mais si je te demande à toi, est-ce que tu sais quand est-ce qu'est né Drew Barrymore, et tu me dis 1978, il y a une partie de moi qui me dit, peut-être qu'il s'est mal rappelé. Et du coup, un psy qui dit de la merde, peut-être que le patient ou la patiente va aller demander à un pote, va aller voir un autre psy, etc. Une IA qui dit de la merde, on n'est pas encore habitué, outillé à ce truc de douter de l'IA. Et donc, c'est un problème aussi beaucoup de confiance. Paradoxalement, on est plus méfiant avec des humains qu'avec des machines. Et ça, il y a par exemple Laurence Le Fillier qui travaille sur ça, même avec des enfants, où les enfants sont plus en confiance avec un robot qu'avec un humain. Et ça a des conséquences. Donc, c'est pour ça que je dirais que pour le moment, non. Mmh. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'on comprend pas vraiment les thérapies actuellement? On n'a pas aujourd'hui de modèle théorique en psychologie. C'est pour ça qu'il y a tellement d'approches psychologiques et on ne sait pas qu'est-ce qui marche vraiment encore. Donc on est dans ce qu'on appelle une phase pré-paradigmatique. On n'a pas encore un paradigme commun. Et donc on bricole. Et tant qu'on bricole, comment est-ce qu'on va coder une IA? Ça fait du bricolage sur du bricolage sur du bricolage. Et en général, c'est pas top, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui diraient oui, mais c'est un peu dangereux de dire ça aux gens parce qu'après ils oseront plus aller chez le psy, ils diront mais peut-être ça marche pas. Je préfère ça que dire aux gens que ça marche. Ils vont voir le psy, ça ne marche pas parce que ça marche pas tout le temps, c'est comme ça. Et après ils se disent ça marche pas parce que moi j'ai un truc de très très grave. Ils vont intérioriser le fait qu'ils ne vont pas mieux, alors que c'est pas eux, c'est juste la discipline qui est pas assez bien. Ça veut pas dire que ça n'aide pas, hein. Sinon je le ferai plus. Mais c'est pas infaillible, c'est pas la même chose que je me casse le bras, je vais mettre un plâtre et il y a 99% de chances que mon bras guérisse. J'ai une carie, je vais mettre un plombage, il y a 99% de chances qu'il n'y a plus la carie. En psychologie, vous avez un trouble anxieux, vous avez 60% de chances, 70% de chances que ça guérisse. Vous avez un trouble bipolaire, vous essayez une molécule, les pourcentages peuvent être plus ou moins importants selon la pathologie et avec des effets secondaires plus ou moins importants. Parce qu'on ne sait pas. Idéalement, quand on sait, on aurait soit des molécules, soit d'une thérapie qui aurait une efficacité beaucoup plus importante. Et il y a des raisons pour ça aussi. Hein. C'est parce que encore une fois, on est des êtres sociaux incarnés et les difficultés psychologiques ne sont pas des difficultés juste du cerveau. Ok. Et donc,
souvent, quand on a ces discussions, on en vient justement à critiquer un petit peu certaines personnes qui peuvent travailler dans la tech, en particulier les très grands, enfin les plus puissants là-dedans, comme tu le disais, Elon Musk, Bill Gates ou ce genre de personnes. Et souvent, une critique qui va leur être adressée, ce serait le fait qu'ils fonctionneraient bizarrement, qu'ils seraient autistes ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de critique? Est-ce que... Je pense que c'est très dangereux de diagnostiquer des gens à partir de vidéos qu'on voit sur Internet. Genre, j'ai aucune idée comment il est Elon Musk dans sa vie quotidienne. J'ai aucune idée de comment il est Bill Gates dans sa vie quotidienne. Ou Steve Jobs, ou Larry Page, ou Sam Altman, etc. Qu'il soit autiste ou pas. D'ailleurs, Elon Musk en joue beaucoup. Il dit lui-même qu'il est Asperger, etc. Peut-être qu'il est, hein. Mais j'ai un pote, une fois. C'est une anecdote un peu drôle, mais j'ai un pote une fois qui m'a contacté. Il avait un de ses meilleurs amis qu'il a maltraité plein de fois. Et récemment, ils ont eu un clash assez important. Il me dit, sa femme vient de m'annoncer qu'en fait, s'il est comme ça, c'est parce qu'il est autiste, Asperger, machin. Est-ce que c'est possible? Je lui dis, écoute, c'est possible, mais c'est pas parce qu'on est autiste Asperger qu'on devient un connard. C'est-à-dire, il y a des autistes Asperger sympas, il y a des autistes Asperger connards, de la même manière qu'il y a des humains pas autistes Asperger sympas et des humains pas autistes Asperger connards. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est autiste Asperger, ça devient une sorte de carte blanche pour faire tout et n'importe quoi. C'est une sorte de, je sais pas comment on va appeler ça, qui modifie certains fonctionnements, mais ça change pas, c'est pas une sorte de justification pour tout et n'importe quoi. Il y a des autistes Asperger qui pensent pas que Trump est la meilleure personne sur Terre, mais Musk le pense. Et donc, c'est un peu fort de café d'aller dire, en fait, il est pour Trump parce qu'il est autiste Asperger. C'est-à-dire, on lui ôte son agentivité en l'essentialisant sur un trait. Après, est-ce que je pense que tous les leaders de la tech sont autistes Asperger? Non. Est-ce qu'ils ont un pourcentage élevé? Je ne sais pas, parce que je ne peux pas diagnostiquer des gens à partir de vidéos ou en les voyant sur ce qu'ils montrent sur leur publiquement. Bill Gates n'a pas l'air d'être particulièrement différent de d'autres grands PDG. Musk est vraiment un peu particulier. Parce que lui, il le dit. Il dit, je suis diagnostiqué autiste Asperger, donc soit on va prétendre qu'il ment ou pas. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait que il a le droit de shadow ban tous les opposants à Erdogan en pleine élection turque et de décider de la politique d'un pays entier et de dire derrière, j'ai fait ça parce que je suis autiste Asperger. Non, tu as fait ça parce que tu penses juste à ta pomme et tu avais trop peur que Erdogan bloque Twitter en Turquie. Et tu l'as même dit. Donc, non. Parce que de façon générale, j'avais regardé un peu et il semblerait effectivement que parmi les gens dans la technologie de façon générale, il y aurait plus d'autistes que dans la population générale. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un côté très dépolitisant. C'est-à-dire, on va dire, mais ils font ça parce que c'est des autistes. Ouais. Au lieu de se dire, en fait, c'est tout un tas de mécanismes qu'on a mis en place qui fait que une personne ne devrait jamais avoir autant de pouvoir et de choses que ces gens. Et donc, c'est un peu un côté, finalement, ça devient presque une excuse, quoi. Oui, absolument. En fait, il faut jamais mettre des... Moi, je m'intéresse aux systèmes plus qu'aux individus. Il faut des systèmes qui ne dépendent pas d'individus. Ils dépendent de la somme des individus, évidemment. Mais qu'il y ait une personne qui peut flinguer la cloud de l'État français parce qu'il n'est pas content comme Jeff Bezos, qu'il y ait une personne qui peut modifier un réseau social qui a pris une place prépondérante sur la planète, qui est Elon Musk comme ça parce qu'il a envie, ça n'a rien à voir qu'il soit Asperger ou pas. Encore une fois, c'est une facette qui est quand même qui impacte son fonctionnement, mais il y a des Asperger hyper politisés, il y a des Asperger pas politisés, de la même manière qu'il y a des non-Asperger politisés, Le but, c'est comment est-ce qu'on crée des systèmes qui soient robustes, qui peuvent résister s'il y a une personne qui veut aller à l'assaut du système. Et aujourd'hui, on n'est pas très bien loti face de ça. Je sais pas, Vincent Bolloré, je pense pas qu'il soit Asperger. En tout cas, personne n'a jamais dit que Vincent Bolloré est Asperger. Il fait autant de mal, indépendamment de ce qu'on pense. C'est pas parce que je suis contre la vision politique de Vincent Bolloré. Si Vincent Bolloré était, je sais pas, un mec ultra sympa et tout, je serais contre lui quand même. Je pense que jamais un humain devrait avoir autant d'influence, parce qu'on retombe dans le schéma un peu du philosophe roi, c'est-à-dire on joue au hasard. Je sais pas, imaginez demain. Donc, Vincent Bolloré est clairement
pour la droite, voire l'extrême droite, on va pas s'en mentir, on va pas faire genre, oh non, machin, machin. Moi, je suis pas de droite, je suis pas encore moins d'extrême droite. Donc, pour moi, Vincent Bolloré, il est pas du tout dans mon camp idéologique, je me bats contre lui. Il y a des gens qui vont dire, ah, pourquoi il parle de ça? Je vais expliquer pourquoi je parle de ça. Donc, Vincent Bolloré a Canal+, a des tonnes de journaux, a les relays dans les gares, il a tout ça, et donc il peut éditorialiser ce qu'il veut foutre. Il va mettre Hanouna ici, faire dans l'outrage, essayer de faire passer Zemmour pour un mec hyper modéré qu'il faut qu'il devienne président de la République, etc. Vincent Bolloré va mourir un jour ou un autre, on meurt tous. Le fils de Vincent Bolloré ou sa fille reprend tout ce truc et le fils ou la fille de Vincent Bolloré, pour une raison qu'on ignore, parce qu'on est dans une expérience de pensée, est de gauche, voire d'extrême gauche. Genre, le mec, il est vraiment genre à fond de gauche, d'extrême gauche. Je penserais que c'en est quand même une mauvaise chose. C'est juste une mauvaise chose qu'il y ait une personne qui a autant de pouvoir. C'est pas parce que, en l'occurrence, les gens qui ont beaucoup de pouvoir sont contre mon idéologie et ma vision du monde, que je trouve que c'est une mauvaise chose. Je m'en fous que c'est de quel bord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait des systèmes qui soient redondants et qui font que ça ne dépend pas de la volonté d'une personne, parce que justement, cette personne va changer à un moment ou à un autre. Le problème du philosophe roi, c'est que si le premier philosophe roi est bon, tant mieux, le deuxième est bon, à un moment, inévitablement, on va avoir un philosophe roi qui soit pourri, et tout le monde va en baver. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire des systèmes plus démocratiques, en se disant que le groupe est mieux à même. Mais pour qu'une démocratie marche, il faut aussi ce que les Américains appellent des checks and balances, des sortes de garde-fous, qui font que on ne peut pas avoir des monopoles de l'information dans la poignée de 2-3 milliardaires. On peut pas écraser le droit des autres juste parce qu'on a plus d'argent. Alors que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Volkswagen peuvent mentir sur les émissions de leur voiture. Ils vont se prendre une amende qui est des peanuts par rapport à leur budget. Google, chaque semaine, ils doivent payer des millions et des millions. Mais en fait, des millions et des millions, c'est rien. Quand on a des trillions de chiffre d'affaires ou des milliards de chiffre d'affaires, je sais pas, ils sont où en milliards, en trillions, en chiffre d'affaires. Elon Musk, ça va être le premier trillionnaire de l'histoire. Les gens ne réalisent pas c'est quoi un trillionnaire. Les gens ne réalisent pas c'est quoi un billionnaire. Genre, un millionnaire est plus proche d'un smicard que d'un billionnaire. Et souvent on dit les millionnaires et les billionnaires, et c'est pas du tout la même chose. Quand on parle des riches, il faut séparer les riches des très riches, des méga supra riches. Elon Musk est dans une stratosphère complètement différente de quelqu'un qui a 20 millions. 20 millions, c'est peanuts pour un milliardaire. C'est rien. L'exemple que je donne souvent, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 34 ans. Juste pour que l'échelle de différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est quoi? Un millionnaire, s'il dépense chaque seconde 1 euro, il a assez d'argent pour durer 11 jours. Un milliardaire, s'il dépense chaque jour 1 euro, il a assez d'argent pour durer 34 ans. Donc, les échelles de grandeur sont de la folie. Chaque seconde. 1 euro chaque seconde. Oh là là. Un milliardaire, c'est 34 ans. Un millionnaire, c'est 11 jours. C'est même pas 2 semaines. Et donc, qu'on arrête de dire les millionnaires et les milliardaires ou vous attaquez les riches ou je sais pas quoi. Un milliardaire, en tout cas un multimilliardaire, il n'y a aucune raison pour qu'ils existent sur Terre. Aucune. Il n'y a aucune justification. Il y a un pote qui a fait un calcul. Lucy, la plus ancienne humaine, si elle travaillait au SMIC depuis qu'elle était en vie. Donc il y a je sais plus, c'est Lucy, c'est, je pense, 100, 200 000 ans. Jusqu'à 2024, elle aurait pas autant d'argent que Jeff Bezos, qui a fait ça en 25 ans. Il faudrait que le système fasse en sorte que c'est pas possible. Il y a aucune raison. Jeff Bezos, j'étais en train de voir hier une vidéo. C'est presque marrant, c'est presque drôle quand on décontextualise ça. Il dit, j'étais assis chez moi et je me suis dit, tiens, où sont tombés les moteurs des fusées spatiales de je sais plus quelle mission d'Apollo. Donc je suis allé sur Google Maps, j'ai tapé est-ce qu'on a les coordonnées des moteurs, boum, je le trouve sur Google Maps. Je me dis il faudrait que j'aille les repêcher. Il a mis en place une expédition, il a emmené sa mère, sa famille, tout le monde, ils sont allés repêcher de l'océan le truc, des milliards des millions de dollars dépensés, des milliards de pollution juste parce qu'il était chez lui, il s'est dit tiens, il y a un moteur qui est tombé dans l'océan quelque part, je vais aller le repêcher et il peut. Aucune loi ne s'applique à lui. Rien. C'est de la folie. Et j'ai aucun problème à débattre autant que des personnes veulent sur la liberté individuelle, machin. C'est pas de la liberté individuelle. C'est une sorte de manque de respect à ce qu'on appelle les communs. Et ça devrait pas exister.
Justement, en parlant de ce genre de projet, typiquement Elon Musk a une entreprise qui s'appelle Neuralink, qui veut booster notre cerveau, notamment avec des puces. Ouais. Il y a aussi d'autres gens qui veulent faire ça avec des technologies moins invasives, par exemple des casques EEG qui sont pas du coup directement dans le cerveau comme les puces que voudrait faire Neuralink, ou bien même des substances comme par exemple les nootropiques qu'on peut juste boire par exemple dans un verre ou comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette volonté de booster notre cerveau? Elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Tous les jours, des gens, quasiment la majorité du monde occidental prennent des nootropes. Ça s'appelle le café. C'est un stimulant. Ça a toujours existé. Pourquoi pas? Mais il faut faire la différence entre des choses qui ont toujours existé et de la science-fiction. C'est-à-dire Elon Musk avec Neuralink, il montre son patient qui joue à l'ordinateur avec son casque. Ça, on sait le faire au CNRS depuis au moins 15 ans. Moi, je pense en 2008 ou en 2009, j'ai joué à un jeu où il faut atterrir une montgolfière avec un casque EEG et il faut sauter comme Super Mario avec la pensée. C'est juste qu'on n'a pas le budget marketing pour faire la hype dessus. Et probablement que Neuralink va faire pas mal de choses assez intéressantes. Hein. Je suis pas contre Elon Musk en tant que personne. Neuralink va probablement faire des choses assez intéressantes, mais c'est pas des choses nouvelles. En fait, ce qui est attristant, c'est que les gens pensent que le privé crée de l'innovation. En fait, c'est quasiment jamais le cas. C'est quasiment tout le temps le public qui crée l'innovation et le privé qui la scale, qui la démocratise, qui la rend accessible. Tout le monde parle de SpaceX et comment Elon Musk il a réussi à faire des trucs que jamais la NASA n'a pu faire. C'est pas vrai. La majorité écrasante des technologies qui sont utilisées par SpaceX viennent du domaine public. Tout le monde a parlé de comment Pfizer a pu faire le vaccin contre Covid, etc. C'est pas Pfizer qui a inventé les techniques pour découvrir, c'est pas Pfizer qui a découvert l'ARN, c'est pas Pfizer qui a découvert comment couper des virus, isoler des séquences, etc. Pfizer a mis bout à bout des technologies qui viennent du public. Une entreprise privée ne va jamais pouvoir faire le CERN que vous avez entre la Suisse, la France et l'Italie, qu'on a ensemble en commun entre nos pays. Un tunnel sous 3 pays pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe contre des électrons. Les connaissances que le CERN va découvrir vont être exploitées par des boîtes privées. Et on va faire genre, ouais, mais là, le public, c'est une perte d'argent, c'est une perte de moyens. Donc, Neuralink va faire des choses. Ils vont aider des gens paralysés à marcher. Ils vont aider des gens paralysés à interfacer avec les ordinateurs. Mais toutes ces technologies viennent du public. C'est juste que c'est eux qui vont capitaliser dessus. Parce que le privé arrive tout le temps après le public quand le risque devient moins important pour faire la chaîne de production, etc. Par contre, le délire de Musk de uploader la conscience sur le cloud, de télécharger nos souvenirs, etc., ça, c'est de la pure science-fiction. Il n'y a aucune chance que ce truc fonctionne. Donc, ils vont juste être très bons à rendre accessible pour plus de gens un truc. Et c'est hyper important. Encore une fois, je ne suis pas comme ça contre Elon Musk ou le privé. Il n'y a pas de chance que ça fonctionne dans les prochaines années ou vraiment dans l'absolu? Pour ne pas être dans l'absolu, pas de mon vivant. Genre, je ne vois pas comment, sauf s'il y a une sorte de révolution dans notre compréhension du cerveau. De mon vivant, ma conscience ne sera pas uploadée ni downloadée sur un cloud. On ne sait pas, on n'est même pas à l'ébauche de savoir le pourquoi du comment. Par contre, de mon vivant, que Neuralink puisse implanter des gens qui sont paralysés pour pouvoir marcher dans un exosquelette, pour pouvoir contrôler une interface d'un ordinateur, etc. Encore une fois, on sait déjà comment le faire. Le privé va le rendre accessible à beaucoup plus de gens, et ça, c'est tout à fait possible. Mais aussi, leurs moyens sont infiniment plus importants qu'un laboratoire du CNRS. Le moyen de Neuralink avait genre 213 millions de dollars leur première année ou les premières 2 ans. Il n'y a aucun labo qui a un budget de 1 million d'euros, hein, même pas proche. En tout cas, peut-être très peu, peut-être qu'il y a un labo quelque part sur la planète, je n'ai pas envie que quelqu'un me corrige, mais en tout cas, des laboratoires comme ça, de chercheurs du CNRS, il n'y a pas ça. Donc des trucs intéressants qui n'ont pas été développés par eux, et des promesses complètement de science-fiction. Et sur les nootropes, ouais, ça peut aider pour être un peu moins fatigué, pour être un peu plus en alerte, on va prendre un peu modafinil, oui, ça va tuer la fatigue, je vais me sentir un peu plus concentré, mais je suis pas en train de passer à une sorte de surhumain. Il n'y a pas de nootrope je peux retenir 20 chiffres, je prends un nootrope et soudainement je peux en retenir 60. Tout ça n'existe pas non plus.
Et puis les casques EEG, d'après toi, ça peut quand même vraiment aider ou... Alors les casques EEG, c'est juste de la mesure, c'est pas actif. Il y a des bandes qu'on appelle de stimulation transcrânienne, qui encore une fois ne sont pas nouveaux, qui peuvent parfois aider de manière marginale, mais tant qu'on n'a pas de modèle théorique, c'est un peu de l'essai et de l'erreur. En gros, on fait passer un courant entre les deux côtés du crâne pour passer dans le cerveau et dépolariser et repolariser certaines aires cérébrales. C'est plus du bricolage pour le moment. Et oui, ça peut marcher pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Genre les casques pour aider à dormir, etc. C'est entre du placebo et de la chance. Si ça aide pour quelqu'un, pourquoi pas. Parce que quelque chose que je trouvais intéressant aussi, c'est que souvent quand on s'imagine justement, comme tu le disais, du mind uploading, du téléchargement de l'esprit sur un ordinateur ou comme ça, on va s'imaginer qu'il suffirait par exemple de cartographier le cerveau de la personne ou comme ça. Et ce que tu dis aussi, c'est que finalement, notre conscience qui fait ce que nous sommes, c'est pas uniquement notre cerveau, et donc ça fonctionnerait pas particulièrement. Non, ça fonctionnerait pas. C'est pas uniquement notre cerveau, c'est notre cerveau dans un corps, dans un contexte, et surtout, cartographier ne suffit pas. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche. La vision computationnelle du cerveau, rien ne dit que c'est la bonne. C'est juste celle qu'on est en train de poursuivre aujourd'hui. Mais on ne sait pas. Donc, on a cartographié le cerveau. Là, on a cartographié un ver de terre. On va probablement cartographier bientôt une mouche. On ne sait pas qu'est-ce que ça fout encore. Et on ne sait pas combien c'est intriqué avec le corps et combien c'est intriqué avec l'environnement. Donc on est vraiment encore à des années-lumière de tout ça. Et puis j'imagine que c'est un peu la même chose avec la cryonie, par exemple. Oui. On va congeler l'entièreté du corps, ou bien des fois justement on garde uniquement la tête en se disant ça va suffire pour réanimer la personne. Il y a des gens qui ont essayé, ça marche pas. Mais même genre congeler un pied pendant quelques mois, ça marche plus. C'est pour ça qu'il y a les urgences donneurs qui vont à pleine vitesse alors qu'ils sont congelés, les organes pour les dons d'organes, etc. Si on fait pas une greffe d'un don d'organes assez vite, on n'a pas des stocks de cœur et de foie et de rate congelés qu'on peut décongeler au micro-ondes et mettre dans un corps et hop, ça marche. Il y a une grande partie de notre biologie qu'on comprend pas encore. Et c'est important d'être humble et de pas prendre notre imagination pour du réel. C'est très bien l'imagination pour savoir quoi poursuivre, pour faire rêver, pour continuer à chercher, mais c'est dangereux quand ça devient des promesses des gens qui, encore une fois, souvent sont aussi en souffrance. Parce que, il y a un aspect où je pense que la plupart des gens qui se font cryogéniser savent que c'est pas possible maintenant, mais ils disent, dans le futur. Dans le futur, ça sera possible, mais il se peut que, typiquement, si on ne garde que la tête, ça soit même jamais possible dans le futur. Oui, absolument. Après, je pense pas qu'il y a des gens qui sont juste en train de cryogéniser leur tête, mais s'il y en a, il faudrait qu'ils lisent un peu plus de neurosciences. Ouais. Et une expérience qu'on pense souvent aussi à travers ça, c'est le cerveau qui serait comme ça plongé dans une cuve. Dans un bocal, ouais. Ouais, et puis on lui enverrait comme ça des signaux électriques. Ouais. Et en fait, ça nous permettrait de vivre sans vraiment vivre. Et la question, c'est de se dire, est-ce que nous, maintenant, qui faisons par exemple ce podcast, on pourrait être ces cerveaux dans une cuve et simplement... Oui, le Matrix un peu. Voilà. Ne pas avoir de réalité réelle, mais simplement être un cerveau à qui on envoie des stimuli, on a l'impression que le monde existe, alors qu'on est juste un cerveau dans une cuve. Ouais. Alors ça, il y a débat sur ce truc. Moi, je fais partie des gens qui pensent que non, qu'on n'est pas un cerveau dans une cuve, qu'on n'est pas un cerveau dans un bocal, que notre cerveau, c'est pas une sorte de chef d'orchestre qui crée des outputs à partir de inputs. Je pense que on ne fonctionnerait pas sans un corps et sans un contexte. En tout cas, on fonctionnerait complètement différemment. On serait presque autre, genre je serais une autre personne. Si demain j'ai un locked-in syndrome, j'ai un accident et je deviens locked-in, donc locked-in syndrome, c'est je peux plus bouger que mes yeux et je suis complètement paralysé, je serais plus la même personne. Et même une personne qui a locked-in syndrome a un corps et a un environnement. Mais il y a mon boulot, c'est pas juste de parler de mon opinion. Il y a des gens qui sont dans une vision complètement computationnelle, comme Elon Musk, pour qui le cerveau, c'est juste des output-input. Et si on peut prendre tous les nerfs et tous les neurones qui sortent d'un cerveau, leur donner les bons influx nerveux, l'illusion fonctionnerait. On ne sait pas encore comment tester cette idée. Donc on est plus sur des oppositions d'arguments.
Moi, je pense que non, c'est pas possible, parce que je pense qu'une partie de notre fonctionnement est intrinsèquement liée à notre subjectivité, à notre phénoménologie, à notre aspect incarné. Et des gens 100% computationnels, vous direz si, il n'y a aucune raison de pourquoi pas, et que les gens comme moi s'agrippent un peu à des sortes de facettes mystiques, alors que je suis pas du tout mystique ni rien du tout. Pour moi, c'est vraiment le fait que je peux avoir mal à la jambe parce que je me suis cogné contre une table. Pas parce que évidemment, je peux stimuler dans mon cerveau la douleur, ça existe déjà dans les morts fantômes. Mais je parle de j'ai mal à la jambe parce que je me suis cogné dans une table. Cette interaction entre moi et la table, si elle n'existe plus, je suis plus vraiment moi. Et je pense que c'est pas possible de simuler tout ça. Parce que si par exemple justement tu te cognes dans une table, Ouais. après il y a une sorte d'influx nerveux qui va vers ton cerveau et qui informe que tu t'es fait mal. Du coup, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas simplement... Parce qu'il n'y a pas juste l'influx nerveux, il y a aussi mon muscle qui gonfle, il y a des gens qui voient que je me suis cogné, qui viennent me demander comment ça va, etc., etc. Et c'est pas juste les influx nerveux. Et puis encore une fois, mon cerveau ne dépend pas juste de ces influx. Il y a mon cerveau qui dépend aussi de votre cerveau, qui dépend de cette hallucination contrôlée, qui dépend de cette interaction permanente, de cette boucle de rétrocontrôle permanente. Après, si quelqu'un vient et me dit, eh ben, on n'a qu'à simuler le cerveau et le corps et le contexte, et ça marcherait, je dirais oui, ok. Mais ce n'est plus un cerveau dans un bocal. C'est un cerveau simulé, dans un corps simulé, dans un environnement simulé. Oui. Et donc, ok, ben, si vous pouvez faire ça, ça s'appelle le réel. C'est plus une simulation, c'est la réalité. Finalement, dernière question que je pose à tous les invités. Allez-y. C'est si tu étais sur une scène avec l'humanité entière face à toi, que tu avais un micro dans les mains et que tu pouvais passer un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Prenez-vous moins au sérieux. Genre, ça vaut pas le coup de se prendre tellement au sérieux. Pourquoi? Je trouve que tout le monde est... Je pense qu'on fait trop de trucs. Si on faisait un peu moins, et si... Je sais pas, je trouve que se prendre trop au sérieux pousse à vouloir plus. Et ça crée tout un tas de problématiques. Et probablement la deuxième chose que je leur dirais, c'est essayer de résister à cette idée que si tout le monde était comme vous, le monde irait mieux. C'est aussi très dangereux, je pense. Fantastique. Merci beaucoup, Albert. Merci.